Salut, je m'appelle Mélanie Bellamy et je suis comédienne. Et récemment, il est possible que tu aies pu entendre ma voix dans certaines séries Netflix, Amazon Prime et pour des téléfilms TF1. Ou bien sur certains personnages de jeux vidéo. Mais je suis pas là pour parler de moi. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Gillet. Je suis entre autres la voix régulière de Ryan Gosling, Chris Evans, Elijah Wood, Aaron Paul. Mais si, je suis sûr que vous voyez... vous pouvez m'entendre dans, je ne sais pas, Breaking Bad, Captain America ou Frodon. Toujours pas? Bon. Bref, je suis ici car je vais énoncer les questions des invités. Et tout d'abord, je vais demander à nos invités de se présenter. Alors salut, moi c'est Kevin, 32 ans, grand passionné d'astronomie et vidéaste amateur sur les réseaux sociaux. Donc forcément, je parle d'astronomie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la pollution de l'espace. Bonjour, je m'appelle Sébastien Carassou, je suis docteur en astrophysique et je suis aussi vulgarisateur scientifique indépendant spécialisé dans les domaines du spatial et des sciences de l'univers. Est-ce que la pollution terrestre et spatiale sont comparables? Alors quand on regarde la définition de pollution, c'est dégradation de l'environnement par des substances, alors que ce soit naturelles, chimiques ou radioactives, ou alors des déchets ménagers ou industriels, ou des nuisances diverses, par exemple sonores, lumineuses, thermiques, biologiques, etc. Alors sur Terre, on parle généralement de la pollution liée aux activités humaines, que ce soit les marées noires par exemple, les accidents nucléaires, l'introduction d'espèces invasives, les déchets déversés dans la nature, etc. Et ça, généralement, ça nuit à pas mal d'êtres vivants, pas que les humains. Mais dans l'espace, ce n'est pas pareil. Alors oui, on pollue en laissant pas mal de déchets, mais là-haut... Il y a plusieurs types de pollution qui sont liées à nos activités spatiales. Il y a tout d'abord les débris spatiaux, qui sont des restes de fusées et de satellites qu'on retrouve essentiellement en orbite basse, et ces débris, qui sont très nombreux, peuvent représenter une menace pour nos satellites et nos stations spatiales, mais aussi pour la faune et la flore, lorsque ces composants retombent sur Terre et qu'ils contiennent des résidus toxiques. Et puis, il y a aussi une pollution lumineuse, qui est liée au nombre croissant de satellites qu'on envoie en orbite en ce moment même. Lorsqu'ils sont vus depuis la Terre, ces satellites forment des points lumineux, des sortes d'étoiles artificielles qui se déplacent très vite dans le ciel, et ça peut perturber la course des oiseaux migrateurs nocturnes, qui se repèrent notamment grâce à la position des étoiles. Au passage, ça embête aussi pas mal les astronomes qui cherchent à comprendre les lois de l'univers parce que ces satellites laissent de grosses traces lumineuses sur leurs photos du ciel étoilé, ce qui complique pas mal leur analyse scientifique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la pollution de l'espace, ça n'affecte pas que l'espace, ça affecte aussi la vie sur notre planète. La pollution spatiale représente-t-elle un vrai danger? À l'heure actuelle, le problème des débris spatiaux concerne surtout les satellites et la Station spatiale internationale en orbite autour de la Terre. Une partie du danger vient de leur grande vitesse, puisque ces débris peuvent atteindre les 28 000 km/h. Donc si vous avez un simple boulon qui se déplace dans l'espace à une telle vitesse et qui finit par percuter un satellite, la collision peut générer des dégâts qui sont similaires à l'explosion d'une grenade à main. Et ça peut sérieusement endommager votre satellite. Et des collisions, il y en a déjà eu pas mal par le passé. C'est arrivé notamment en 2009, lorsqu'un satellite russe inactif a percuté un satellite de communication américain, ce qui a généré des milliers de nouveaux débris en orbite basse. Du coup, c'est un risque qui est pris très au sérieux par les gouvernements et les agences spatiales, et en particulier par les États-Unis, qui disposent d'un réseau de radars, de télescopes et de satellites qui traquent 24 heures sur 24 la trajectoire des objets artificiels en orbite autour de la Terre. Et pour ce qui est de l'ISS, qui est une station habitée, elle doit régulièrement modifier son orbite pour ne pas être dans le passage d'un débris dangereux qui pourrait mettre en danger la vie de l'équipage. Est-ce qu'on envoie trop d'objets dans l'espace? Alors à mon avis, si on envoie autant d'objets là-haut, c'est qu'il y a une raison, parce que vu le prix que coûte un lancement d'une fusée, tout est réfléchi, surtout quand on parle d'argent. Après, est-ce qu'on en a forcément besoin? Ça, c'est une autre question. Personnellement, ce qui m'inquiète, c'est pas le nombre absolu d'objets qu'on envoie dans l'espace, c'est plutôt le rythme effréné auquel on les envoie. Et ce rythme, il accélère de manière assez radicale depuis quelques années. En 2018, par exemple, il y avait 2000 satellites actifs en orbite terrestre. Et de nos jours, en 2023, il y en a environ 5500. Donc en à peine 4 ans, on a plus que doublé ce nombre.
Les principaux acteurs de cette augmentation, c'est une poignée d'entreprises privées comme SpaceX, Amazon ou OneWeb qui veulent fournir une connexion Internet à haut débit au monde entier, avec un réseau de satellites qu'on appelle une méga constellation. Et si on en croit les projections de ces entreprises, la population de satellites actifs pourrait rapidement atteindre plus de 100 000 d'ici la fin de la décennie. C'est un nombre assez vertigineux, mais ça l'est encore plus si on réalise ce que ça implique en pratique. 100 000 satellites artificiels au-dessus de nos têtes, c'est autant de nouveaux points lumineux qui seraient potentiellement visibles à l'œil nu la nuit. En d'autres termes, si on ne fait rien pour réguler les activités de ces entreprises, en 2030, il pourrait bien y avoir presque autant de satellites que d'étoiles dans le ciel nocturne. Le ciel étoilé, toutes les cultures de l'histoire, toutes les sociétés ont grandi dessous, donc cette altération durable de notre patrimoine mondial de l'humanité ne serait pas du tout anodine, et à mon avis, c'est pas du tout un scénario souhaitable. Vous pouvez nous dire ce qu'est un débris ? Alors un débris, c'est un objet artificiel qui est en orbite autour de la Terre et qui n'est pas contrôlé. Par exemple, il existe des vieux satellites inactifs ou alors des objets laissés par les hommes lors d'une sortie extravéhiculaire. Et les plus nombreux sont minuscules. Alors c'est des débris causés par exemple par la collision de deux satellites. Voilà. Pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, on estime qu'il existe actuellement plus de 34 000 débris plus grands qu'une brique de lait au-dessus de nos têtes. Et c'est pas tout. Si on recense les objets qui sont plus gros qu'un grain de sable, ce nombre y monte à plus de 100 millions. Et ça, c'est sans compter les débris de taille micrométrique, comme des éclats de peinture, qui peuvent aussi être dangereux pour les satellites, et cela, ils se comptent en milliers de milliards. Donc c'est pas une exagération de dire que l'orbite terrestre est devenue une véritable décharge au cours des dernières décennies. Les débris sont-ils un vrai danger pour l'homme ? Il faut bien se rendre compte que tout ce qui est envoyé en orbite finira inévitablement par retomber sur Terre un jour ou l'autre. Ça, c'est dû au frottement avec l'atmosphère résiduelle qui fait diminuer progressivement l'orbite des débris spatiaux. Lorsque ces débris atteignent le sol, vous n'avez pas intérêt à être pile dessous. Alors je vous rassure, les probabilités que ce soit le cas sont extrêmement faibles, puisque la surface de la Terre est recouverte à 70% par les océans, et les humains n'occupent que le quart de la surface des terres habitables émergées. Donc on estime qu'à l'heure actuelle, vous avez moins d'une chance sur 1000 milliards d'être touché par un débris qui tombe du ciel. Mais même avec ce faible risque, il y a quand même eu par le passé de nombreux cas documentés de chutes de débris spatiaux sur des zones habitées. En 2020, par exemple, des débris d'une fusée chinoise se sont écrasés dans un village de Côte d'Ivoire, heureusement sans faire de blessés. Et à mesure que le rythme des lancements augmente et que les débris spatiaux s'accumulent, le risque d'une chute incontrôlée de morceaux de satellites ou de fusées sur des zones habitées, il est voué à augmenter lui aussi. Les astronautes qui sont dans l'ISS, dans la station spatiale chinoise, alors c'est très dangereux pour eux, car la majorité des débris sont peut-être minuscules comme je l'ai dit, mais ils voyagent très très vite, à plusieurs dizaines de milliers de km/h. Donc la moindre collision peut être catastrophique. Donc il faut faire attention. De plus, si on met trop de déchets en orbite, dans quelques décennies, l'orbite basse de la Terre sera complètement envahie de déchets. Et il sera impossible d'envoyer une fusée sans qu'elle risque d'être percutée par un débris. C'est quoi le syndrome de Kessler ? Le syndrome de Kessler, c'est un scénario théorique qui a été développé à la fin des années 70 par l'astrophysicien Donald Kessler. Alors le syndrome de Kessler est un exemple de réaction en chaîne. Par exemple, si deux satellites rentrent en collision, lors de l'impact, les deux satellites vont littéralement partir en morceaux, étant donné qu'ils vont à plusieurs milliers de km/h. Et le problème, c'est que tous ces débris générés par la collision vont partir dans tous les sens, et à des vitesses folles. Et malheureusement, ils peuvent à leur tour toucher un autre satellite, causant ainsi encore plus de débris, et à leur tour, ils pourraient détruire un autre satellite, etc. Mais si cela arrive, la quantité de débris pourrait rendre les orbites basses totalement impraticables. Et cette réaction en chaîne pourrait, à terme, augmenter la population de débris plus rapidement que le rythme de leur élimination naturelle. En gros, si on atteint une sorte de point seuil dans le nombre d'objets en orbite, même si demain on arrêtait d'envoyer quoi que ce soit dans l'espace, le nombre de débris spatiaux continuerait quand même d'augmenter au rythme des collisions. Et à terme, certaines orbites finiraient carrément par devenir de plus en plus dangereuses et de plus en plus difficiles d'accès, ce qui pourrait menacer l'exploration spatiale. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, le syndrome de Kessler, c'est un processus relativement lent, qui se joue sur des décennies, contrairement à ce qu'on peut observer dans le film Gravity par exemple. Par contre, il y a encore un débat aujourd'hui dans la communauté scientifique pour savoir si ce fameux point de non-retour a été atteint ou non.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il n'a pas encore été atteint, au rythme actuel de lancement des nouveaux satellites, il y a un risque grandissant qu'on se rapproche dangereusement de ce point seuil. Que penses-tu de Clean Space? C'est une initiative de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui vise à évaluer et à réduire autant que possible les impacts environnementaux des missions spatiales à toutes les étapes de leur cycle de vie, depuis le design des missions jusqu'à leur désorbitage en passant par leur lancement. Et tout ça dans le but de réduire au maximum le nombre de débris spatiaux dans un futur proche pour limiter le risque de syndrome de Kessler. Et même de retirer, puisque l'ESA est en train de développer à l'heure actuelle des satellites robotisés comme Clear Space One. Un satellite ramasseur de poubelles. Il aura pour but d'attraper les gros débris et de les envoyer en direction de la Terre pour qu'ils puissent brûler dans l'atmosphère ou alors s'écraser à un endroit bien réfléchi. Eh bien c'est une excellente idée. Malheureusement c'est très coûteux. Donc cette initiative, c'est définitivement un pas en avant, mais ça ne concerne qu'un organisme public, comme l'ESA. Et pour réellement endiguer la menace des débris spatiaux, il faudrait que tous les acteurs du spatial jouent le jeu, et pas seulement les organismes publics. Ça demande donc un effort législatif, de régulation à l'échelle internationale, pour pousser les entreprises privées comme SpaceX à lancer moins d'objets dans l'espace, et moins vite. Et malheureusement, cet effort, il n'existe pas vraiment à l'heure actuelle. C'est là que ça pose problème, parce qu'on est fort pour trouver de l'argent, pour créer de nouvelles choses, mais pour nettoyer nos déchets, il y a moins de volontaires, donc à voir si tout le monde joue le jeu. Bon, de toute façon, on n'aura pas le choix. Parle-nous de ta chaîne YouTube. J'ai de la culture geek, je vulgarise l'astronomie très simplement, c'est-à-dire que la plupart de mes vidéos sont accessibles pour les enfants de 10 ans. De plus, mes vidéos ne durent pas plus de 2 minutes, donc même si on n'est pas forcément grand amateur d'astro, on peut apprendre des choses sans devoir regarder un reportage de 30 minutes. Alors sur ma chaîne, je parle vraiment de tout. Par exemple, j'explique ce que c'est qu'une galaxie, comment trouver l'étoile polaire, pourquoi on voit toujours la même face de la Lune, quelle est la planète la plus chaude ou la plus froide, ou encore est-ce que les armes à feu fonctionnent dans l'espace. Vous pouvez notamment retrouver mon travail sur la chaîne YouTube le Sense of Wonder, que je co-anime avec mon ami Étienne Ledollet. C'est une chaîne qui parle d'astrophysique, de science-fiction, mais aussi et surtout de notre émerveillement collectif face aux merveilles du cosmos. Voilà, abonnez-vous.